Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à cette dernière présentation finalement. On avait une présentation avec une question-réponse d'étudiants, mais les étudiants ont eu un petit enjeu, donc finalement, ils ne seront pas disponibles. C'est peut-être quelque chose qu'on va essayer de refaire quand même dans le futur, mais pour aujourd'hui, malheureusement, ça aura pas lieu. Donc, pour cette présentation-ci, on est avec le professeur Laurent Cormier, qui va nous parler en fait de génie mécanique Drummond et entre autres d'une des grosses nouveautés, le deuxième pavillon qui a été construit à Drummondville, qui est le centre, vous voyez, Centre national intégré du manufacturier intelligent, donc le CNIMI pour faire court. Sans plus tarder, oui, comme je vous l'ai déjà dit, on commence à savoir comment on fonctionne, mais si vous avez des questions, simplement les écrire dans le chat, puis je vais pouvoir les relayer au professeur Cormier. Okay. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Je vois, il y a encore quelques personnes qui arrivent. Donc, effectivement, Laurent Cormier, je suis ingénieur, professeur au département de génie mécanique de l'UQTR, spécifiquement au campus de Drummondville. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc, pour la présentation aujourd'hui, effectivement, je vais dire le contexte, je vais commencer un petit peu avec la profession d'ingénieur, puis qui peut-être se destine à la profession d'ingénieur ou représente généralement un bon candidat. Là, mon point de vue, c'est que quand on fait des généralités, c'est toujours un peu dangereux, là, mais je vais quand même m'aventurer là. Puis, à partir de là, je vais progresser un peu vers qu'est-ce qui nous a amené à être à Drummondville comme campus de l'UQTR, en particulièrement pour le programme de génie mécanique. Puis, pourquoi on a choisi d'avoir un programme vraiment avec des particularités quand même importantes que je vous présenterai aussi. Donc, dans le détail du plan, hein, comme je disais, comment on devient ingénieur, c'est quoi les aptitudes, qu'est-ce que ça fait un ingénieur au quotidien, parce que finalement, c'est pas tout le monde qui a un ingénieur de compagnie avec qui il partage l'expérience. Puis comment on fait pour arriver à ce stade-là, qu'est-ce que ça représente, il y a quand même un investissement personnel important. Puis c'est quoi le contexte aujourd'hui de l'ingénieur mécanique en particulier. Puis autour de ça, comme je disais tantôt, notre proposition. Qu'est-ce qu'on a comme écosystème? Il y a des particularités importantes. Le SNIMI, hein, la solution qu'on propose, c'est quoi? Ça mange quoi en hiver? Puis pourquoi on l'a défini comme ça? Donc, rapidement, là, j'ai oublié de le dire, hein, vous remarquez probablement que la petite photo qui était, avec l'invitation que vous avez reçue, ce n'était pas la mienne. En fait, mon Marc-André, qui devait être là, c'est le premier professeur qui a ouvert le campus à Drummondville, ici en génie mécanique. Et le programme dual dont on va parler tout à l'heure, c'est en grande partie sa création. Moi, je suis arrivé en deuxième. Et aujourd'hui, Marc-André, il y a une situation personnelle là, qui ne permettait pas de se présenter. Il m'a demandé de le remplacer. Donc, ça se peut là, que la présentation ne soit pas exactement là, au diapason parce que j'ai dû préparer ça un peu rapidement. Ça fait que ça se peut là, qu'il y ait des zones d'ombre qui restent des questions vraiment. Moi, quand je fais une présentation comme ça, j'aime ça quand il y a de la participation, quand il y a des échanges. Ça va avoir créé une occasion d'échange supplémentaire, finalement. Donc, n'hésitez pas, comme on disait tout à l'heure, à passer par le forum de discussion. Puis, je tenterai de répondre au mieux, puis au moment où vous posez vos questions. Donc, je commencerai déjà là. On est quand même un gros groupe, mais je pense que je vais quand même poser la question, est-ce qu'il y en a qui seraient prêts à s'aventurer sur des caractéristiques, des aptitudes, des intérêts qui sont requis pour les ingénieurs? Puis, je ne sais pas, là, Benoît, je pense qu'ils ont accès quand même à s'ouvrir le microphone directement. Oui, leur micro n'est pas barré pour ils peuvent l'ouvrir s'ils veulent, ou ils peuvent l'écrire, puis je lirai les commentaires là, comme les gens désirent participer. Oui, c'est ça votre préférence. Je vous donne un petit instant. Puis, comme je dis souvent dans mes classes aussi, quand je pose des questions comme ça, c'est vraiment avec l'intention d'avoir des réponses. Donc, n'hésitez pas à participer. On a du monde d'intérêt pour les sciences appliquées, résolution de problèmes, créativité, capacité d'abstraction. Oui.
Ben, en fait, c'est des bonnes réponses. L'intérêt pour les sciences appliquées, c'est quelque chose qui se développe. La capacité d'abstraction, ben, en fait, toutes les compétences ou les caractéristiques se développent, mais en général, travail d'équipe, je vois apparaître aussi très bien. C'est effectivement des caractéristiques qu'on a, mais qu'on des fois, ça reste un peu vague comment les représenter. Je pense surtout, là, vous travaillez beaucoup avec les populations du secondaire, majoritairement, je pense, les gens qui sont ici. Donc, des fois, quand on regarde avec l'historique des jeunes qu'on peut rencontrer, comment ça se traduit, la créativité? Ben, ce n'est pas toujours les endroits qu'on le pense le plus. Dans le cas du génie mécanique, l'ingénierie en général, souvent, les enfants qui exprimaient beaucoup de liberté dans leur réalisation, les bricolages, les Legos, les mécanos, là, que, pas de filet, pas de plan, ça se lançait là-dedans. Souvent, c'est des gens qui vont avoir des aptitudes qui peuvent être bonnes. La résolution de problèmes, les casse-têtes, les énigmes, les jeux d'échecs, des jeux où est-ce qu'il y a quand même de l'ouverture à l'incertitude. Beaucoup le leadership, le travail en équipe, donc ceux qui se sentaient bien dans le sport d'équipe, qui étaient capitaines de ligue, des choses comme ça, c'est des caractéristiques qui peuvent être bonnes. Curiosité, bon, ça c'est sûr, il y a les enfants qui exploraient beaucoup, qui avaient assez confiance pour se lâcher loose dans la nature, mais sinon aussi qui demandaient à réécouter sans cesse le même épisode de C'est pas sorcier ou qui ça peut être aussi des indicateurs. Puis je dirais que la question des aptitudes en maths, en physique, la question de la perception spatiale, c'est vrai que c'est important, mais je dirais ceux-là, c'est quand même des aptitudes qui se développent. Puis il faut faire attention, les résultats, je veux dire, les résultats au secondaire ou même en sciences nature au cégep ne sont pas toujours les meilleurs indicateurs parce que au départ, il reste qu'il y a une couche d'abstraction par rapport à l'utilité de ces mathématiques-là ou de ces sciences-là que graduellement, au contact, on développe un meilleur sentiment de l'importance de ça. Puis, des fois, c'est un peu tard. On arrive, le résultat scolaire est pas là, mais dans le fond, l'intérêt a été allumé. Ça fait que moi, je dirais que c'est important, mais le désir d'apprendre, la curiosité, c'est, à mon avis, des meilleurs indicateurs que les résultats scolaires en mathématiques, par exemple. Avant de poursuivre, est-ce qu'il y en a qui avaient des questions à ce sujet-là? Pas vraiment? Donc, allons-y. Juste, bon, je l'ai ici. Juste, si jamais vous voulez approfondir quand même, il y a Place pour toi, dans le fond, qui est un site web autour de l'ingénierie. Je ne sais pas, il y en a peut-être parmi vous qui le connaissaient déjà. Mais ce site web-là a beaucoup des capsules, des petits jeux, des choses comme ça qui permettent un peu de découvrir la nature de l'ingénierie, mais je veux dire, comment on peut détecter un intérêt pour ça assez tôt, puis démystifier un peu la profession. Je pense que c'est assez intéressant. Si vous voulez aller le visiter, c'est vraiment pour les populations là, en amont dans leur formation. Là. Donc, moi, je le trouve assez bien fait, le site quand même. Maintenant, ma prochaine question. Ça fait quoi au quotidien un ingénieur? Il y a quelqu'un qui a une idée, même vague, résoudre des problèmes, la gestion de projet, oui. Gérer des projets, ça va bien. Il se casse la tête. Donc, effectivement, en fait, c'est de la conception, du développement. Je vais sortir des mots-clés. Oui. Effectivement, ces thèmes-là, je pense, sont importants. Ça supervise. Je pense qu'une des clés, là, ben, en fait, là, sans jeu de mots, la formation d'ingénieur, c'est vraiment
une formation qui donne un trousseau de clés complet par rapport je veux dire, aux portes professionnelles que tu peux déverrouiller, puis le marché du travail, qu'est-ce qu'il réserve pour toi. Donc, définir qu'est-ce que ça fait un ingénieur au quotidien, c'est extrêmement difficile. Puis, les exemples qu'on a là sont assez bons, mais ils peuvent vraiment s'exprimer dans une multitude de facettes. L'ingénieur, il va être impliqué dans de la gestion, comme on disait, il va être impliqué dans de la conception, il va être impliqué dans de l'analyse, dans énormément de choses. Donc, moi, je vous ai fourni une liste ici qui rajoute un peu d'informations sur, par exemple, qu'est-ce que c'est de la gestion de projet au quotidien? La gestion de projet, ça inclut de la gestion des ressources humaines, ça inclut de la gestion des ressources matérielles, ça inclut la gestion des calendriers d'opération, la gestion. Donc, c'est vraiment s'assurer que tous les éléments sont là au moment opportun pour le succès du projet et de voir venir les problèmes avant qu'ils se réalisent. Donc, ça, c'est un aspect que plusieurs ingénieurs vont pratiquer dans ce domaine-là et vont être très bons. Ça, ce n'est pas réservé à l'ingénieur, par contre. Gestion des opérations de la logistique. Donc là, on est vraiment un petit peu plus à l'échelle, je vais dire, quand on parle de gestion de projet, on pourrait dire on est à l'échelle stratégique. Quand on parle de gestion des opérations, puis la logistique, là, on est à l'échelle tactique. Donc, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Donc, l'optimisation là, j'ai mis des flux ici, mais qu'est-ce que c'est un flux? Essentiellement, c'est quand on a du transport, que ce soit des informations, de la matière, donc optimiser les routes que ça va prendre, le temps d'arrivée, le temps de départ, des choses comme ça. Ça, c'est des rôles que les ingénieurs peuvent faire. La conception de produits, essentiellement, c'est quoi de la conception de produits? Je vois, il boit du café, ça, l'ingénieur boit couramment beaucoup de café, effectivement. J'en suis un exemple patent. Mais la conception de produits, finalement, c'est quand on conçoit un produit, essentiellement, c'est qu'on répond à une problématique afin de la résoudre. Le produit, sa raison d'exister, c'est parce qu'il y a un besoin. Donc, quand on parle de conception de produit, on va y revenir tout à l'heure, c'est central dans ce que nous, à l'UQTR Drummondville, on a choisi comme rôle d'ingénieur sur lequel il fallait focuser. Donc, la conception de produit, c'est un cheminement complexe où est-ce que finalement, c'est l'utilisateur qui compte. Donc, c'est beaucoup plus lié à l'humain qu'on penserait. Après ça, il y a des rôles autour de l'assistance technique. On ne le sait pas, mais souvent, quand on fait affaire je veux dire, dans les milieux industriels à des vendeurs, il y a beaucoup de vendeurs qui sont ingénieurs, en fait, simplement parce que les besoins techniques des clients sont tellement spécifiques, tellement avancés que ça prend un ingénieur pour être en mesure de conseiller adéquatement sur les bons choix, ne serait-ce que sur l'achat, l'intégration des équipements. Puis il y a aussi toute la question de la supervision, parce que l'ingénieur, oui, il va faire en amont la préparation, les conditions pour qu'un projet soit un succès, tout ça, mais la validation aussi de tous les projets, c'est un rôle important de l'ingénieur. Donc, la supervision des chantiers, s'assurer de la conformité, faire les essais de mise en route. Donc, il y a vraiment des aspects, on voit dans cette liste-là, il y a du travail qui peut être du travail de bureau pour ceux que c'est l'environnement dans lequel ils se plaisent. Il y en a d'autres qui peuvent être vraiment en atelier, puis il y en a d'autres où c'est sur des chantiers, sur la route, voir le monde. Donc, énormément de diversité. Donc, ça, évidemment, ça couvre plusieurs rôles. Il y en a d'autres, bien entendu. Il y a des rôles vraiment, beaucoup d'ingénieurs vont évoluer vers des rôles vraiment de gestion, ultimement aussi. Donc, il faut le savoir. Excusez-moi. Juste pour faire une distinction, voyons. Dans le fond, au sens de la loi, le terme ingénieur, il y a un sens particulier. On pourrait parler de la formation le baccalauréat en ingénierie est un élément important pour être un ingénieur, mais n'est pas suffisant, ce n'est pas une condition suffisante.
Donc, on peut parler de professionnels de l'ingénierie qui ne sont pas ingénieurs. Au sens de la loi, l'ingénieur, il y a des activités qui sont réservées vraiment. Ces activités-là, je vous les présente, je n'ai vraiment pas l'intention que vous les appreniez par cœur, il n'y a pas d'examen ni rien, mais ces activités-là, finalement, c'est celles qui définissent les moments où le rôle de l'ingénieur doit être effectué par quelqu'un qui porte le titre. Okay? Donc, il y a des conditions qu'on pourra discuter plus tard pour avoir le titre, mais on voit que les aspects d'analyse, conception, réalisation, exploitation, modification, conseil, finalement, là, on a un petit, on aurait pu faire une arborescence des mots qu'il y a dans ce graphique-là pour les rôles de l'ingénieur tantôt, mais quand on fait ces activités-là, dans le but d'avoir un environnement un environnement généralement qui va être industriel ou dans le domaine du bâti, qui va être fiable, sécuritaire et durable, ça va prendre un ingénieur au sens de la loi. Okay? Il y a des exceptions. Pardon. Des exceptions là, sur tous les, je vais dire, par exemple, toutes ces activités-là d'analyse, conception, conseil sur un électroménager vont souvent être faites par un ingénieur, mais la loi ne le requiert pas nécessairement. Okay? Donc, des petites complexités importantes, mais desquelles il faut être informé juste pour savoir qu'on doit s'y retrouver un jour. Voyons. Dans le même ordre d'idée, hein, finalement, c'est le titre d'ingénieur. La pratique de l'ingénierie, c'est géré par le Code des professions et la loi sur les ingénieurs du Québec. Puis, finalement, c'est ces documents-là qui vont donner les conditions minimales pour pouvoir accéder au titre d'ingénieur. Et ces conditions minimales-là, ce sont d'avoir un bac dans un programme accrédité par le Bureau canadien d'accréditation des programmes en génie. Comment on fait pour obtenir ce bac-là? Je pense que vous le savez tous, là, il faut passer par les diplômes d'études collégiales en sciences naturelles. Donc, ça, c'est le cheminement normal. Je pense que c'est quand même important de savoir que de plus en plus, il y a des cheminements où est-ce que les decks techniques vont être admis. Mais dès qu'on parle de deck technique, ça devient spécifique à l'institution. Ça fait que si tu vas à Sherbrooke, si tu vas à Polytechnique, si tu viens à l'UQTR ou à Laval, ça ne sera pas les mêmes conditions. Donc, il faut vraiment être vigilant à ce niveau-là. Et bon, dans le cas de l'UQTR Drummondville, je donnerai des précisions tout à l'heure quand je serai plus dans les détails du programme. Mais c'est vraiment, je vais dire, un petit drapeau rouge que je veux lever parce que quand on est face à un jeune qui est en train de se questionner son cheminement, ça l'oblige quand même à prévoir les choses assez d'avance, là, parce qu'on parle d'un deck de 2-3 ans, on parle d'un bac de 4 ans. Donc, on a un 6-7 ans là, que l'étudiant, il faut qu'il soit capable de se projeter dans ce futur-là. Ce n'est pas toujours facile. Puis, comme le cheminement va dépendre de l'université où est-ce qu'on s'inscrit, il faut d'emblée avoir choisi dans quelle discipline du génie on a vraiment le goût d'être parce que toutes les universités ne donnent pas toutes les disciplines. Okay. Ça fait que c'est un élément quand même assez important. Et bon, heureusement, là, il y a un peu de souplesse dans le système. Il y a moyen de gérer des cas particuliers, mais c'est toujours préférable de l'avoir vu venir d'avant. Ça fait que à ce niveau-là, est-ce qu'il y avait des questions jusqu'à maintenant ou ça, c'était tout très bien connu par tout le monde, peut-être? Je ne sais pas. Apparemment, je suis rendu seul. Non. Non. Moi, je vois une caméra ouverte avec une tête qui hochait en disant oui. Ouais. Au moins, tu as une personne là qui te donnait du feedback disant oui, c'est un bout qui était connu. OK, parfait. À ce moment-là, je vous renverrai. Par contre, ce qui est peut-être moins connu, c'est les spécificités de chaque discipline. Encore une fois, là, une place pour toi. Une place pour toi, c'est un endroit où est-ce qu'il peut avoir un peu d'informations supplémentaires sur les différentes disciplines du génie. L'ordre en reconnaît 25. Donc, ça donne quand même, encore une fois, du choix. Maintenant, je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. Là, je l'ai mis de manière très synthétique ici, mais en ce moment,
c'est quoi le contexte de pratique de l'ingénierie? Depuis, je vais dire, les 50 dernières années, il y a vraiment eu une modification de la façon dont on voyait l'ingénierie. Il y a eu une transformation qui a eu tendance à axer beaucoup les programmes vers la portion scientifique. Okay? Donc, les programmes ont été de plus en plus exigeants sur je vais dire, le contenu scientifique qui est présenté aux étudiants. Et est-ce qu'il y en a qui ont une idée pourquoi ça s'est passé comme ça? Essentiellement, après je vais dire, dans les années 50, là, il y a eu vraiment beaucoup de 1950, il y a eu énormément de développements qui ont été directement attribués à la science, qui ont été concrétisés par les ingénieurs, mais il y a eu une perception qui s'est instaurée à partir de là où vraiment, comme la technologie se mettait à évoluer d'une manière très rapide, ben, pour suivre, l'ingénieur devait être au dernier, vraiment au front du domaine des sciences. Et c'était nécessaire pour être performant. Puis, il y a quelque chose qui a été échappé un petit peu, c'est que finalement, même si les systèmes étaient de plus en plus complexes, en fait, ce qui arrivait en parallèle à ça, c'était leur intégration dans la société, puis les effets que ces systèmes-là ont sur la société sont quand même devenus aussi de plus en plus importants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on reconnaît que finalement, un bon ingénieur doit voir au-delà de la science, doit être capable d'anticiper finalement les effets de ses décisions techniques sur le monde autour de lui. Et de plus en plus, c'est très valorisé. Puis finalement, la complexité se retrouve, oui, dans la science autour des technologies que l'ingénieur met en œuvre, mais aussi beaucoup la complexité est dans comment ces technologies-là vont interagir avec les humains puis avec leur environnement. Ce qui fait qu'il y a graduellement un recentrage de l'ingénierie qui se fait. Puis là, ça, on parle vraiment des dernières années. Là, c'est très récent, mais on voit qu'il y a un désir qui est exprimé autant par les milieux qui vont accueillir les ingénieurs que par les ingénieurs eux-mêmes qui pratiquent, qui reconnaissent, qui n'ont peut-être pas été suffisamment préparés, je vais dire, sur ces volets-là plus humains ou social. On reconsidère quand même beaucoup la manière que les programmes sont construits, mais bon, en 50 ans d'histoire, ça se défait pas en un jour. Ça a beaucoup d'implications. À Drummondville, en fait, une chance qu'on a, c'est qu'on a un nouveau programme où est-ce qu'on a été capable quand même je vais dire, d'accélérer certaines de ces transformations-là dans notre programme. Puis c'est une des choses que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais vraiment pour le contexte aussi, l'ingénieur travaille beaucoup dans l'industrie. Puis l'industrie aussi, en ce moment, est en train de vivre une transition qui est assez importante, en particulier autour du secteur manufacturier, tout le secteur de la construction, du bâtiment, tout ça. En fait, c'est que c'est des secteurs qui étaient traditionnellement très, je vais dire, lourds, très physiques, se dématérialisent beaucoup. Donc, le numérique prend de plus en plus d'espace là-dedans. Et ça change beaucoup les façons de voir, de percevoir ces entreprises-là pour demeurer compétitives aujourd'hui puis rencontrer leurs objectifs, par exemple, de protection de l'environnement. Ben, ils doivent avoir recours à la numérisation, à la robotisation et l'ingénieur, il est vraiment au cœur de ça. Donc, il y a un aspect très interdisciplinaire, transdisciplinaire aussi qui est important pour l'ingénieur aujourd'hui et on le reconnaît de plus en plus. À Drummondville, finalement, c'était à la base. Pourquoi on se retrouve avec un campus de l'UQTR à Drummondville? Ça, je ne sais pas pour la petite histoire, est-ce qu'il y en a qui le savent aussi?
En fait, Drummondville, d'un point de vue formation supérieure, les gens de Drummondville sont quand même assez bien servis. Drummondville est centrale au Québec. Drummondville, c'est à 1 heure de Montréal, 1 heure de Québec, grossièrement 1 heure de Sherbrooke, et il y a d'excellentes universités dans toutes ces villes-là. Donc, la population de Drummondville elle-même est bien desservie. Le jour où elle veut aller étudier, c'est facile pour elle. En contrepartie, ça représente quand même des gens qui quittent Drummondville et le centre du Québec. Et règle générale, il y en a beaucoup plus qui quittent qu'il y en a qui reviennent. Ce qui fait que l'industrie de Drummondville, le secteur des services, le secteur manufacturier, tous les secteurs économiques de la ville, puis la population elle-même, finalement, les jeunes quittent la ville, la région. Ce qui fait que même si les individus étaient quand même bien desservis, la région l'était très mal à long terme. Et pour contrer ça, c'est vraiment d'avoir une proposition innovante sur place pour essayer de faire en sorte qu'il y ait quand même des gens qui veulent aller chercher une formation supérieure, qui n'ont pas nécessairement besoin, qui n'auront pas besoin de se délocaliser pour ça. Aussi, ça permet d'augmenter la valeur de la main-d'œuvre qui est déjà là en augmentant ses opportunités de formation continue, tout ça. Donc, il y avait un besoin important. Et l'écosystème de Drummondville a fait, quand je parle d'écosystème, là, je parle autant la ville, la population, les acteurs économiques, les gouvernements à toutes les échelles. Donc, ils ont vraiment opté pour une proposition intéressante. Puis, c'était oui, mettre un campus à Drummondville, mais vraiment de l'articuler autour du secteur de l'ingénierie, de la gestion et de tenter d'avoir des programmes innovants dedans. Et l'élément fort, c'est le SNIMI, le Centre national intégré du manufacturier intelligent. Déjà là, on voit en dessous, propulsé par l'UQTR et le Cégep de Drummondville, il y avait une volonté de faire en sorte que on a une alliance de ces deux entités-là de l'enseignement supérieur pour proposer, oui, une continuité, mais aussi, dans le fond, des infrastructures qui auraient vraiment un niveau supérieur à ce qui est offert ailleurs. Et on va voir que les fruits de ça sont assez impressionnants dans quelques minutes. Mais l'idée, c'était vraiment de dire, si la région elle-même était mal desservie, ben, on a besoin d'une proposition qui va miser sur la rencontre du développement économique et de la formation, de l'éducation pour favoriser cette transition vers le secteur de la fabrication intelligente, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant aussi, mais la région du centre du Québec, d'un point de vue économique, là, est fortement surreprésentée dans le secteur manufacturier, le secteur industriel par rapport à sa population. C'est vraiment un lieu géographique où il y a un secteur du manufacturier qui est très, très présent. Donc, permettre à ce secteur-là de se développer et de développer les perspectives d'avenir pour la région. Donc, là, ça, c'est un petit peu plus, en le disant, je me rends compte que là, je suis peut-être allé plus un petit peu dans des discours qu'on a à d'autres niveaux que pour vous, mais quand même, l'idée, c'est que en desservant bien la population en termes de formation, ben finalement, ça dessert particulièrement bien la région. Puis les outils qu'on a implantés pour y arriver, ben, c'est le SNIMI, comme je disais. Puis le SNIMI, c'est constitué de 4 entités. Je vais les appeler des entités, mais la réalité, c'est qu'on veut vraiment que ce soit des maillons d'une même chaîne. Hein? Donc, les 4 maillons qui constituent le SNIMI, premièrement, c'est le Centre intégré de formation en gestion en génie. Donc, ça, c'est l'aspect vraiment où le programme de baccalauréat en génie mécanique et où la technique de génie mécanique a été aussi greffée. Donc, le Cégep de Drummondville donne des activités d'enseignement sur le même campus que l'université. L'objectif de ça, je ne sais pas si vous êtes capable de l'anticiper un petit peu, mais c'est vraiment, d'une part, ben, il y a un phénomène d'émulation par les pairs où est-ce que, au cégep, tu peux déjà avoir
je vais dire, commencer à avoir une vision plus claire de ce que ça représente l'ingénierie, interagir avec des futurs ingénieurs, des techniciens en génie mécanique. De toute façon, dans ta vie professionnelle, tu vas devoir le faire. De la même façon, les ingénieurs aussi qui proviennent de sciences nature peuvent développer une meilleure compréhension de ce que ça représente, toute la portion fabrication, la portion plus technique de leur travail. Mais pas juste au niveau de la technique et du bac, mais aussi, dans le fond, avec le deuxième élément. J'ai des problèmes avec ma souris. Ouais, le deuxième élément ici, donc, c'est le Centre interordre de recherche et de transfert en manufacturier intelligent. Donc, on a, d'une manière peut-être un petit peu inattendue, on a dit qu'on a lancé, dès le jour 1 du projet, un centre de recherche en ingénierie avancée sur le campus de Trois-Rivières. Donc, on a un centre qui regroupe, là, qui a 70 chercheurs membres au niveau collégial et universitaire. Là, je parle des professeurs et des enseignants. Ces groupes de recherche-là aussi s'assurent de donner une certaine exposition à l'existence de la recherche dans le milieu universitaire, à l'existence de la recherche. Toutes ces recherches-là sont, pas toutes, mais majoritairement, ces recherches-là sont exécutées en partenariat industriel. Donc, de la même façon, il y a une émulation, il y a une mise en commun des apprentissages puis des modes d'opération qui s'étendent de la technique à la recherche. Les techniciens peuvent être impliqués dans des projets de recherche à travers soit des contrats, des stages, même chose pour les ingénieurs, en formation. Donc, il y a vraiment l'idée de créer un maillage à tous les niveaux, mais en même temps de toujours garder un lien avec le secteur industriel. Puis ça, ce lien-là, comment il est conservé? Bien, c'est grâce au maillon 3, qui est le Centre d'excellence en productivité manufacturière, qui est finalement un regroupement de professionnels engagés par l'UQTR, mais vraiment pour faire la promotion et pour faire, je vais dire, des activités un peu plus proches de ce qui pourrait ressembler à de la consultation, mais dans le secteur manufacturier autour, et permettre de faire percoler, d'une part, les besoins des industries dans la formation, de les faire redescendre jusque dans les programmes de formation, et à contrario aussi de permettre à nos étudiants d'être en contact, même quand ils sont à l'université, sont finalement en contact avec l'industrie. Puis finalement, ces étudiants-là, on a dit tout à l'heure qu'on cherchait des gens qui sont créatifs, des gens qui exercent du leadership, des gens qui risquent finalement d'avoir aussi une fibre entrepreneuriale. Et on sait que dans le domaine des technologies, souvent, une des grosses difficultés pour le démarrage d'entreprise, c'est d'arriver à avoir les ressources techniques, les ressources matérielles. Parce que des fois, on peut trouver du financement, on peut trouver des gens qui vont nous aider où on a les connaissances nous-mêmes pour développer notre idée, mais pour la mettre en œuvre, faire les prototypes, ça peut demander énormément de ressources et finalement, une autre des idées derrière le fait de regrouper tout ça, c'était de fournir une grosse capacité finalement je vais appeler ça une capacité de frappe pour quelqu'un qui voudrait démarrer une entreprise, il a accès à toutes les ressources matérielles, à tout le savoir que l'université, le collège, le cégep peut lui offrir. Et donc, au-delà de l'accompagnement, je vais dire sur comment démarrer une entreprise, c'est de donner les conditions matérielles pour quelqu'un qui veut démarrer une entreprise technologique plutôt qu'une entreprise de service, disons. Okay. Tout va bien jusqu'à maintenant encore? Ça, je peux. C'est un peu ce que je disais, je vous le laisserai pour consultation. Mais finalement, c'est le maillage de ces quatre chaînons, de ces quatre mailles-là qui donnent vraiment la capacité au centre d'avoir un impact plus grand que son poids pourrait le laisser suspecter. Donc,
Juste rapidement, moi, je suis co-directeur du centre de recherche, donc du Centre intérieur de recherche, de recherche et transfert en manufacturier intelligent. Je pense que c'est assez important aussi quand on parle aux jeunes qui s'intéressent aux sciences, aux technologies. Je pense que c'est assez important de leur faire réaliser qu'aujourd'hui, une très, très grosse partie de l'innovation se fait dans les universités. Il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent à l'université et qui ne savent pas que le professeur qui se tient devant eux est peut-être une sommité internationale dans sa discipline et qui peut avoir plusieurs brevets à son actif, il peut avoir. Donc, ça fait en sorte que souvent, les gens ne vont pas nécessairement puiser tout ce qu'ils pourraient puiser dans ce qu'ils ont à leur disposition. Puis, je voulais juste signifier que, dans le fond, les professeurs dans une université sont très actifs en recherche et quand on sensibilise les étudiants à ça, finalement, ben, ils se montrent très curieux à ça aussi et ça ouvre des nouveaux horizons. Il faut comprendre que, puis là encore une fois, je retombe dans la généralisation extrêmement dangereuse, mais dans un milieu comme Drummondville, où est-ce qu'il y a eu une grosse exode, finalement, des gens qui sont allés étudier des études supérieures à l'extérieur et qui ne sont jamais revenus, il reste quand même une très, très grande portion de la population qui a peut-être même pas un contact direct avec le cégep dans son entourage et encore moins avec le milieu universitaire. Et à ce moment-là, la notion que, mais peut-être que la recherche, ça pourrait être pour moi, là, c'est très, très difficile à envisager. Et à ce moment-là, je pense que c'est intéressant quand même de s'assurer qu'on porte ce message-là aux étudiants quand on les accompagne dans leur choix de carrière. Parce que finalement, ça pourrait plaire à beaucoup, mais c'est fait peut-être pas partie de ce qui est considéré comme le domaine des possibles. Des fois, quand on pense à la recherche scientifique ou au secteur de la recherche avancée, l'image que je donnerais, c'est un peu comme dire ah ouais, mais tu sais, ça, c'est comme devenir vedette de cinéma ou c'est comme devenir le chanteur acclamé de l'année. Ça arrive à personne, mais la réalité, c'est que il y a quand même des dizaines de milliers de personnes au Québec qui vivent de la recherche juste en ingénierie. Si on parle de toutes les disciplines, c'est encore plus. Donc, je pense que compte tenu je veux dire, tantôt on parlait des défis que notre société a vit. Je ne parle pas juste comme ingénieur, mais dans toutes les disciplines, l'innovation est vraiment au cœur de l'avenir de nos sociétés et l'université, c'est un bel endroit pour avoir contact avec ça. Donc, sans nécessairement passer les axes ici qu'on a spécifiquement, je pense que c'est un message pour lequel ça peut être intéressant de travailler. Puis là, ça, c'était vraiment important pour moi de vous montrer à quel point il y a plein de beaux mondes au CIATMI, mais ça, c'est en fait l'équipe de la MAI 3, le Centre d'excellence en productivité manufacturière, que je vous présente ici, mais bon, c'est quand même plusieurs professionnels. Il y en a plus encore aujourd'hui qui sont disponibles pour le milieu, mais qui sont aussi disponibles pour les étudiants dans certaines circonstances. Mais vraiment, ce qui nous attirait aujourd'hui, c'était le baccalauréat en génie mécanique avec l'approche duale qui est unique au Canada et qui se donne uniquement à Drummondville. Avant que j'embarque plus en profondeur sur le programme, j'ai quand même touché, je pense, une variété de sujets importants. Je ne sais pas s'il y a des commentaires sur ce que j'ai dit ou des portes que j'ai entrouvertes que certains aimeraient emprunter. Je donne peut-être quelques secondes pour soit dans le chat ou moi, ça ne me dérange pas là, si vous voulez ouvrir votre micro et intervenir verbalement, là, ça marche aussi bien. Là. Donc, je vais prendre ça encore une fois comme non. Donc, mon exposé était d'une clarté limpide et couvrait absolument
tout ce que quelqu'un pouvait désirer savoir. Merveilleux. Donc, l'approche duale, est-ce qu'il y en a parmi vous qui en ont déjà entendu parler? Non? OK. Dans le fond, ça ne change pas le fait que le bac en ingénierie, c'est un programme de 4 ans. Ça, dans le fond, c'est un programme, en session, 120 crédits. Ça, on voulait se conformer à ça. Je pense que c'est important. Le cheminement pour devenir ingénieur est déjà assez long. Quand on regarde les autres programmes, ils sont pas mal tous autour de ça aussi. De toute façon, c'est l'exigence du bureau d'accréditation des programmes en génie. L'idée derrière le dual, en fait, c'est inspiré d'une approche allemande. En Allemagne, dans le secteur des sciences, les acteurs économiques sont très, très présents dans l'université et contribuent beaucoup à la formation. Donc, c'est très, je vais dire, commun il va y avoir des multinationales qui vont être présentes sur les campus pour permettre de faire des laboratoires, permettre de faire de la formation à tous les cycles. Il y a des enseignants qui vont être directement issus de l'industrie, qui vont venir participer à donner des cours en particulier. Donc, les occasions de maillage avec les occasions de maillage avec l'industrie, le chercheur et la personne qui est en formation dans sa discipline sont nombreuses. Et ça fait que, finalement, la transition d'un statut d'étudiant à un statut de professionnel est très simplifiée. Et d'autre part, le milieu de l'éducation reste très informé des défis, des besoins de leur secteur d'activité qui desservent, etc. Donc, ça crée un cercle vertueux dans le système. Ce cercle vertueux-là, il est beaucoup moins présent en Amérique du Nord. En fait, dans la plupart des autres pays industrialisés, c'est beaucoup moins présent. En fait, les activités les entreprises qui travaillent avec les universités ou les centres de recherche et transferts technologiques collégiaux, tout ça ont beaucoup tendance à, je vais dire, délocaliser les activités d'innovation vers l'université. Puis, c'est plus une relation je vais dire, client-fournisseur de services. Et c'est quelque chose qu'on voulait transformer. C'est quelque chose qu'on voulait changer. Vous l'avez déjà vu dans la structure du SNIMI, mais ça va jusque dans le programme. Et à ce moment-là, ce qu'on a intégré pour le dual, particulièrement, c'est un système d'alternance travail-études qui fait que nos étudiants, mais là, je vais déroger un petit peu de mon plan de match. Je vais aller ici. Donc, c'est un programme coopératif bonifié, dans le fond. Les programmes coopératifs, ils sont nombreux en ingénierie où est-ce qu'il va y avoir 1, 2, 3, des fois jusqu'à 5 stages qui peuvent durer jusqu'à 4 mois chacun dans des industries. Les universités qui offrent plus de 3 stages en général, ça se fait en échange d'une prolongation du cursus, donc d'1 an. Nous, ce qu'on propose à l'UQTR Drummondville, c'est qu'on va, les 3 premiers étés, les étudiants vont aller en stage dans des entreprises différentes et là, on les encourage à visiter vraiment plusieurs milieux, donc à ne pas rester au même endroit et même idéalement plusieurs types d'industries, plusieurs types de rôles. À ce moment-là, ça, c'est un premier pas, mais l'innovation n'est pas tellement là. L'innovation est dans la 2e étape où est-ce que dans un programme optionnel, on rajoute 16 mois où est-ce que pendant ces sessions de cours, l'étudiant va se retrouver à être 2 jours semaine en industrie encore une fois, mais avec un mandat un petit peu différent. Dans le fond, dans ces 16 mois-là, on développe dans le fond,
on va développer un programme de formation individualisé avec l'entreprise. Donc, on se fait une entente de formation où il va y avoir des objectifs spécifiques que l'étudiant va demander à l'entreprise d'aller chercher en termes de compétences non techniques. Donc, ça va uniquement toucher les savoir-être, on va dire les compétences complémentaires autour de la gestion, autour de l'économie, autour du droit, autour de l'environnement, autour donc tout ce qui est ou dans le fond, si on est dans des secteurs spécifiques, par exemple autour du cinéma, tout ça, donc tout ce qui est spécifique au savoir-être et qui finalement sont des éléments qui sont de plus en plus, on les reconnaît de plus en plus comme manquants dans les formations d'ingénieurs. Bien, à ce moment-là, on donne la chance à la fois à l'entreprise et à l'étudiant d'identifier des endroits où est-ce qu'ils ont des manques ou des complémentarités et pour établir un plan de formation qui va finalement devenir l'équivalent des cours complémentaires de l'étudiant. 2 de ces cours complémentaires sont remplacés par ça. Autour de ça, on a aussi donc le plan de formation individuelle, comme je disais, mais évidemment, la formation est délocalisée dans l'entreprise, mais pas l'évaluation des compétences qui sont acquises. Ça reste la prérogative de l'université. Comment on arrive à faire ça? En fait, on donne à l'étudiant on fournit à l'étudiant des outils de développement professionnel qui sont personnalisés, puis on l'accompagne vraiment, un étudiant, un professeur par étudiant, qui va l'accompagner dans son cheminement pour s'interroger dans le fond, constamment pendant son dual sur les objectifs qui s'étaient fixés, est-ce qu'ils demeurent pertinents, les moyens qu'il avait identifiés pour y arriver, est-ce que ça demeure pertinent, entrevoir les défis puis là, quand je dis défis, je ne veux pas dire des tâches difficiles, je veux vraiment dire des barrières importantes dans son cheminement, de les d'identifier les ressources qu'il va avoir besoin pour s'affranchir de ces difficultés-là. Donc, c'est vraiment en permanence avec l'étudiant, on a de la rétroaction sur son cheminement, sur qu'est-ce qui marche bien pour lui, qu'est-ce qui ne marche pas bien pour lui. Et là, ça, c'est vraiment, je veux dire, c'est piloté par l'étudiant et le professeur cherche toujours à finalement simplement aller plus loin dans les chemins que l'étudiant désire explorer. Donc, ça contribue à ce que, évidemment, tout au long de ce cheminement-là, on demande à l'étudiant de garder un journal de bord réflexif de ces discussions-là, de ces éléments-là, ces difficultés. Et ultimement, en fait, tout au long du cheminement, on lui demande de regarder comment ces difficultés-là s'arriment avec le programme de perfectionnement qui s'était donné. Et à la fin, on lui demande de nous présenter un rapport dans lequel il va vraiment aller identifier les 2 principaux apprentissages qu'il a fait, 2, 3, en fait, il peut en avoir autant qu'il veut, mais les principaux apprentissages qu'il a fait, puis finalement, il faut qu'il nous convainque que ces apprentissages-là sont réels, sont significatifs, en les mettant, dans le fond, en nous décrivant des situations dans lesquelles ça l'a changé, ça a été transformateur pour lui, ainsi de suite. Donc, ceux qui sont un peu familiers avec le processus, avec l'Ordre des ingénieurs du Québec, en fait, c'est un processus qui est quand même assez près de ce que l'Ordre exige en finissant en génie mécanique ou en fait dans n'importe quelle discipline de l'ingénierie. Parce qu'avant de pouvoir être ingénieur, il va devoir pratiquer le génie pendant 2 ans sous la supervision d'un ingénieur en plein titre. Et très récemment, là, en fait, si je ne me trompe pas, c'est il y a 2 ans, l'Ordre des ingénieurs a complètement modifié cette transition-là entre l'étudiant en génie et le professionnel du génie, l'ingénieur, pour justement l'axer sur les savoir-être et les notions qui étaient souvent un peu mises de côté dans les programmes d'ingénierie. Donc, nous autres, on a vraiment construit le programme d'une manière qui
qui est préparatoire. Je vois dans le chat quelqu'un qui me demande si les stages sont rémunérés. Oui, tous les périodes en entreprise sont rémunérées. On exige que nous, au sens du programme, sont stagiaires, mais pour l'entreprise, ils doivent être considérés comme un employé de l'entreprise. Et donc, ils vont bénéficier de tous les avantages aussi associés dans les mécanismes internes de l'entreprise pour le perfectionnement des employés et tout ça. Si je ne me trompe pas, là, j'y vais de mémoire. J'ai oublié de vérifier la statistique, là, mais cette année, le salaire moyen le taux horaire moyen de nos stagiaires était autour de 25 de l'heure, là, si je me rappelle bien. Donc, tout ça, ça donne pas loin de. J'ai mis ici, c'est 3000, là, c'est plus 2800 heures supplémentaires d'expérience pratique en industrie, vraiment autour des stages. Mais là, c'est pas le seul élément qu'on a fait levier de cette participation-là plus importante du milieu dans la formation. En fait, on en a un autre. C'est dans le fond, tous les programmes de génie à peu près ont ce qu'ils appellent un projet de fin d'études. Ça, normalement, en anglais, ils appellent ça un capstone project. Donc, c'est vraiment un peu le point culminant de la formation en ingénierie, où est-ce qu'on doit résoudre une problématique et arriver jusqu'à la réalisation de notre solution puis sa validation en pratique. Normalement, ça va de 4 mois à 1 an, ce processus-là. Nous, dans le fond, on s'est dit les 2 dernières années, nos étudiants vont être chez un partenaire industriel. Juste pour la petite histoire, normalement, un projet de fin d'études, c'est un mandat, finalement, c'est un client ou un promoteur fictif qui a un projet fictif et on réalise finalement une machine ou un produit qui n'a pas vraiment un marché ou qui n'a pas vraiment une utilité réelle. Il va fonctionner, mais c'était toujours dans une sorte de scénarisation. Puis au mieux, les meilleurs de ces projets de fin d'études-là vont être exposés dans le département pendant 1 an ou 2, puis pour la communauté, mais ça reste un projet strictement scolaire. Nous, la manière qu'on l'a construit, c'est vraiment de faire un projet qui est réalisé en entreprise. Donc, l'entreprise hôte qui va héberger nos stagiaires duals a aussi le devoir de lui fournir un projet d'envergure qui va s'échelonner sur 16 mois et qui devra passer par toutes les étapes de la conception de projet jusqu'à la validation. Et ça aussi, c'est exceptionnel. Ça donne énormément c'est très, très formateur pour nos étudiants. Puis encore une fois, ils ont un accompagnement individualisé d'un point de vue méthodologique sur ce cheminement-là. Et un accompagnement méthodologique de la part d'un professeur superviseur, bien sûr, mais aussi ils ont toute une équipe en entreprise qui les appuie dans la réalisation. Donc, tous les aspects de gestion de ressources humaines, gestion financière, gestion des ressources, ça leur incombe, Donc, ils peuvent vraiment toucher à la véritable responsabilité d'un ingénieur avec le filet d'un professeur et d'une équipe en entreprise qui le seconde. Okay. Et ça, finalement, quand on combine le programme dual avec le projet de fin d'études tel qu'on l'a articulé ici, c'est vraiment, à mes yeux, ce qui donne la couleur particulière au programme de Drummondville, c'est-à-dire un baccalauréat en génie mécanique qui est axé sur la conception et non pas uniquement sur les sciences. Puis quand je mets conception, c'est conception au sens large, donc c'est ce qui fait appel à l'humain et non à la machine. C'est répondre, d'être capable de définir un problème à travers des besoins, d'identifier les contraintes puis les critères qui vont produire une bonne solution pour l'utilisateur, pour la société, pour la communauté en général, de générer, donc exercer sa créativité pour générer des solutions qui sont innovantes, mais qui sont aussi efficaces et efficientes, d'être capable d'identifier la solution
qui va être la plus prometteuse, la proposition de solution qui va être la plus prometteuse pour la mettre en œuvre. Et un élément important qui est très, très dur à mettre en pratique en général dans un bac en génie, c'est que la première fois que tu fais quelque chose, c'est jamais bon. Et ça, c'est un projet par définition, c'est toujours une première fois. Parce qu'à partir du moment où ça existe déjà, puis tu peux juste acheter la solution, c'est plus un projet. Un projet, c'est quelque chose qui n'a pas été réalisé, qui a des particularités spécifiques qui lui sont propres. Et à ce moment-là, c'est sûr que ça va être itératif. Et ce cycle d'itération-là, dans l'université, il est presque impossible à reproduire et nous, on a créé les circonstances qui permettent de le mettre en pratique et c'est un des gros éléments qui manque en général dans les formations à mes yeux, dans les formations en ingénierie. Donc, nos étudiants vont être exposés à ce processus itératif-là et ils vont aussi être exposés à un des besoins très, très fondamentaux qui est associé à l'ingénierie, c'est de communiquer les résultats de nos résultats de nos travaux. Donc, que ce soit à travers, je vais dire, de la mise en marché ou simplement à travers la communication technique à l'intérieur de l'entreprise pour la suivi du projet. Donc, ces éléments-là sont beaucoup plus importants dans le cursus centré sur la conception qu'on propose. Là, comme j'ai dérogé de mon cheminement, ça m'oblige un petit peu à revenir en arrière, donc par rapport aux particularités de l'admissibilité, puis un peu des autres spécificités du programme. Hein? On a toujours l'admissibilité à travers le DEC en sciences de la nature, et dans le cas particulier du filière Drummondville, c'est uniquement la technique de génie mécanique qui est normalement considérée pour accéder au programme. Donc, à ce moment-là, on se retrouve avec un programme pour les techniciens qui est raccourci de 4 cours, mais on leur condense 7 cours collégiales dans un format intense de 2 cours de mise à niveau, là, qui est quand même très intensif et conditionnel à leur acceptation dans le programme. Si c'est d'autres disciplines, ça va être strictement à travers, ça va être la direction du programme qui va vérifier le cheminement. Et le programme dual, en fait, je vais dire sa contrepartie, c'est qu'il rigidifie quand même le cheminement de l'étudiant. Donc, si jamais on a des étudiants qui doivent avoir un cheminement plus conventionnel pour des raisons personnelles ou des raisons académiques, on offre quand même un programme coop régulier. Je vois dans les questions là, des éléments par rapport au cheminement technique. Donc, c'est 4 cours du bac qui sont reconnus pour les gradués d'un DEC technique en génie mécanique. Pour ce qui est du cheminement en aérospatial, par le passé, il y a des étudiants qui sont passés par là et que ça a bien fonctionné. Donc, j'aurais tendance à dire que la direction du programme serait prête à renouveler l'expérience pour les techniques aérospatiales. Probablement qu'une technique comme maintenance industrielle ne serait pas très problématique non plus. Juste un dernier petit élément là, que je voulais passer avec vous. Ça, c'est peut-être un peu moins important, mais il y a quelque chose de très, très, très important. Normalement, les laboratoires en génie mécanique, c'est des affaires qui se retrouvent au 5e sous-sol parce que c'est des infrastructures lourdes. Et ça fait des milieux qui ne sont pas toujours très plaisants. Et à Drummondville, c'est tout le contraire. En fait, on a un campus qui est situé, qui est vraiment dédié au service des étudiants, qui est situé dans un lieu boisé, qui est complètement fenestré. Donc, on a des espaces de vie absolument exceptionnels, peu importe le programme, mais en particulier pour des programmes d'ingénierie mécanique. Et on a accès à des technologies vraiment de pointe. On a le centre de recherche qui cohabite avec les autres éléments. Là, ça fait en sorte qu'il y a des plateformes mobiles autonomes robotisées avec des bras qui circulent dans l'environnement pour alimenter des stations, soit des stations de démonstration, des stations d'opération par rapport aux activités de recherche, par rapport aux activités d'enseignement. Et dans le fond, là, il y a un projet de toute l'usine, là, dans le fond,
est en processus de numérisation, comme une PME devrait l'être. Donc, nos étudiants vivent un peu la transformation numérique comme il ou elle le vivrait en entreprise. Là, je pense qu'on approche pas mal de la fin. En termes de calendrier, j'ai finalement réussi à meubler beaucoup plus l'espace que je croyais. Moi, l'essentiel, j'ai fait le tour, donc je vais vous laisser la parole. Peut-être, là, je vois Mme Bérubé qui a la main levée et en même temps que j'écoute, là, peut-être je vais regarder. J'ai vu défiler le chat sans réussir à le lire. Oui, en fait, c'est pour peut-être préciser la question que j'ai posée tantôt par rapport aux techniques en génie mécanique. Je voulais savoir si l'entente des 4 cours reconnus était pour toutes les techniques de génie mécanique offertes dans tous les cégeps ou c'était certaines ententes avec certains cégeps en particulier. En fait, tous les programmes qui mènent au diplôme technique en génie mécanique, normalement, sont acceptés. Là, ils sont considérés comme équivalents. Là, ouais. Parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont des questions ou des commentaires. Il y a une question dans le chat là, qui n'a pas été répondue encore. Le cheminement dual oblige à faire des stages dans la région de Drummond. Est-ce que c'est le cas? OK. En fait, c'est une bonne question. Ma réponse, c'est oblige, non. Hein? Si je reviens dans le cheminement, là, les 3 stages conventionnels, ça, on encourage les étudiants à vraiment explorer. Ça fait que dans leurs 3 stages conventionnels, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de problème. Après ça, pour la portion duale, en fait, c'est des contraintes pratiques qui font qu'on doit cohabiter comme étudiants et comme travailleurs. On a des étudiants qui ont été jusque dans le nord-ouest de l'île de Montréal pour des stages duals. Par contre, ça rajoute énormément de pression à l'étudiant. Ceux qui ont réussi ça jusqu'à maintenant, là, bon, on en a beaucoup qui avaient, on en a quelques-uns qui avaient, par exemple, pris un 2e appartement à Montréal, une chambre à Montréal pour pouvoir faire leur dual là. Au moins, c'est rigide. Là. Le dual, on le sépare en 2 phases. Une première phase, c'est les jeudis, vendredis qui sont en entreprise. Une deuxième phase, c'est les lundis, mardis. Donc, on arrive à accommoder là, des gens qui veulent, qui voudraient s'éloigner. Puis ceci dit, au niveau des entreprises, là, on est approché par des entreprises dans la grandeur du Québec. Là, c'est vraiment à un moment donné, on a plus de place que d'étudiants à placer. Puis, bien évidemment, ceux qui viennent avec trop de contraintes ne sont pas toujours satisfaits. Il y a une chose, par contre, c'est qu'on encourage à ce que le dual se fasse dans une des 3 entreprises qui a été visitée dans les autres stages, là, parce que sinon, rentrer dans une nouvelle place à temps partiel, ça, c'est un inboarding qui n'est pas gagnant à nos yeux. Donc, on veut qu'il y ait déjà une relation amorcée entre l'étudiant et l'autre. Donc, je suis très facile à trouver dans le bottin. De toute façon, si jamais vous avez d'autres questions, là, Laurent Cormier à uqtr.ca, c'est facile aussi. Vous pouvez me rejoindre par téléphone. Mon collègue Marc-André, qui était supposé être là, est extrêmement dévoué au programme aussi. Là. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre directement si vous avez des questions ou à dire aux étudiants de venir nous parler. Ça nous fait toujours plaisir. Nous autres, en fait, c'est notre raison d'être, là, servir ces étudiants-là dans leur cheminement puis les aider à prendre les bonnes décisions pour leur carrière. Donc, c'est toujours un plaisir.